c'était quand même bien. C'est juste que eux, ils ont fait leur trip. Puis nous, on était comme newbie là-dedans. Fait qu'on n'a pas imposé nos limites. Fait qu'ils ont fait qu'est-ce qu'eux, ils voulaient, mais pas ce que nous. Fait que ça a dépassé des limites qu'on s'était dit. Ah, fait qu'eux autres, ils étaient rendus dans le cul, puis là, ils étaient en train de pisser dessus, puis ils étaient en train de la... La première expérience, eux autres, ils sont allés all-in. Oh, là, elle regarde son genre, hey, c'était pas ça qu'on voulait, on voulait juste frencher. Oh! Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Yes, sir! Comment est-ce qu'il va? Ben oui, hein? Il était à mon chat! Il était! Viens! Viens! Il était! Là, mais il est bien coupé, celui d'habitude pendant une autre fois, là. Non, c'est correct, c'est correct. Ils sont trop propres. C'est correct, c'est correct. Il était! Karine, elle m'a dit qu'elle avait loué la trappe, pas la trappe. Elle s'est loué une chambre à côté. Non! Ouais. Ça, je me dis, j'étais comme, qu'est-ce que ça fait des frais, là? Pour ça, quand tu m'aurais écrit, j'étais comme, oh, j'espère qu'elle ne le pas. Elle a loué une chambre pour venir sur mon podcast. Ouais. Là, j'étais comme, qu'est-ce que là, j'étais comme, ouais, ok, j'ai acheté une bouteille de vin. Ah ouais, OK. Hey, Chris. J'étais comme, genre, qu'est-ce que là, j'étais. Ah, si je fais le cheap. Mon podcast vaut pas ça. Oui, mais elle était super contente, mon gars. Mon Elle était vraiment podcast. contente, elle était full stressée. Christ, c'est bien. Ben non, mais tabarnak, c'est pas bien. Ben oui, quand même, là, il y a gros du monde. Moi, sérieux, il y a gros du monde qui m'en parle. Je te dis, là, énergie, personne m'en parlait jamais. Daily Buffer, mon gars, une fois par semaine, il me dit, hey, tu vois, Daily Buffer, je suis comme, man. C'est fou pareil, là. L'invité s'est loué une chambre pas loin. C'est la première fois que ça m'arrive. Puis là, je fais le chi. Hey, tcha! Yes, Ça fait longtemps, c'est Ouais, t'as barnouche, hein? Ouais. Oh, câlisse. Pas de praise the Lord un matin, j'ai pas trippé hier. T'étais où, Jésus-Christ? J'avais besoin de toi hier! Ah, t'étais pas là! Ah, j'ai dit ton nom, là, hier, là! J'aurais eu besoin de toi, chum! J'ai pas trippé, là! Hier, j'ai décidé d'entreprendre le BMW. Calisse de ce tabarnak! Cauchemar de Chris! Cauchemar de Chris! Ah, envoie dans le crusher! Ah, c'ti. On va récapituler. Quand j'ai acheté la maison ici, Mike a décidé de me donner un petit coup de main. C'était pas grand-chose, mais c'était pas grand-chose. Ouais, c'était un bon coup de main. C'était le coup de main que ça me prenait. Parce que moi, je passais... À la banque, mais je passais pas au niveau de l'assureur de prêt. Pas parce que j'ai un mauvais crédit, c'est juste que j'avais pas d'historique de crédit. J'achetais tout cash. J'ai acheté mon truck cash, 12 000 piastres cash. J'achète tout cash habituellement. Fait que j'ai rien, ma carte de crédit, y a pas d'histoire, y a rien. Fait que les créditeurs, les cartes de crédit, ils trippent pas sur moi, là. Fait que j'avais pas d'historique de crédit. Fait que, pis ça aurait été trop long sans en faire un. Tu peux t'en faire un. Si jamais t'es travailleur autonome, tu peux, prépare-toi. Prépare-toi, contacte un courtier hypothécaire. Si tu veux t'acheter une maison, il va t'expliquer comment te monter un crédit pour pas te retrouver dans la même situation que moi. Mais ça prend un petit peu de temps. Toujours est-il que j'avais pas d'historique de crédit. Mike m'a aidé avec la maison. Puis la condition, il dit, tu devrais prendre le style BM puis tu devrais vendre ça. Puis tu devrais donner les fonds à Alain. Ah, je dis, Chris, de bonne idée. Il dit, mais pour ça, il dit, faut qu'il soit remis en eux. Complètement. Fait que j'ai fait, c'est correct. Fait que j'ai cherché un garage qui s'est impliqué, puis qui a réparé toute la mécanique. La mécanique était top notch. Quand le truck est sorti de là, il y avait plus de check engine, tout était réparé. Ils ont fait une job de feu. Les jeunes, ils étaient vraiment cool. Après ça, j'ai trouvé quelqu'un pour le boder. Un gars super gentil.
qui m'a aidé avec le body, qui a tout refait le body. Il y avait le bumper qui était craqué, il a tout refait, tout a été refait. Ce truck-là, sur papier, est supposé d'être comme neuf. Mais une fois que le body a été fait, j'ai attendu 2 ans avant d'aller le chercher. J'ai attendu 2 ans avant d'aller le chercher. Je m'en suis pas occupé. La vie allait trop vite. J'ai oublié que j'avais cet hostie de BM-là dans une cour de garage. Un moment donné, c'est mon chum Carl. Il s'est tanné, il a fait m'aller chercher le hostie de truck. Fait que lui pis sa fille, ils sont allés le chercher, ils sont venus le livrer ici. Câlisse, qu'est-ce que tu veux de plus? Rendu là, il me restait juste à le vendre, à le mettre aux enchères ou whatever, puis donner les sous à Alain. Je m'en suis pas occupé. Fait que c'est resté un 6 mois supplémentaire dans ma cour. Fait que ce truc-là va avoir passé le tiers de sa vie, câlisse, à dormir dans la cour. Tabarnak de ce petit câlisse. Là, il y a peut-être 2-3 mois, j'ai décidé que j'avais des affaires. Il y a peut-être 2 mois, je voulais transporter des trucs parce que moi j'ai un carport. C'est mon accès aussi à la cour arrière. Fait que puis là je faisais des travaux avec la barouette puis tout, puis c'était bien étroit entre le camion puis le mur. J'avais pas de place pour transporter des trucs. Fait que j'ai sorti le BM puis je l'ai stationné dans la cour. Dans la rue, excusez. Dans ma rue. Fait qu'il est devant ma maison. Ça fait depuis 2 mois. Puis là, ça fait 2 mois que je fais comme, ah oui, je vais aller le porter au garage juste pour y faire un check-up. Parce que quand Carl est revenu avec sa fille, là, là, il y avait un check engine, mais je me suis dit, ça doit pas être grand-chose. Le moteur a été refait au complet. Ben, pas le moteur, mais la mécanique a été réparée, là. Fait que je m'étais dit, je vais aller le porter au garage. Puis il va me dire, c'est quoi qu'il y a à faire? Si c'est trop cher, je vais le vendre. Si c'est pas cher, je vais le faire faire. Je l'ai pas fait. Hier matin. Hier matin, la voisine me texte. La voisine d'en face. Une petite madame, 75 ans, super gentille. Elle veut super gentille, super douce. Elle m'écrit, elle dit, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, Yann, mais ton truck est dans la rue, puis depuis le 15 novembre, t'as plus le droit de te stationner dans la rue. Je fais comme, Chris. OK, merci. Fait que dans ma tête, je fais comme, je vais pogner le truck, je vais aller le porter au garage, tout de suite, tiens, ouais, vas-y, attaque ça, là, c'est fini, là. On le vend, le Chris de truck, là. On le vend, le BM, là. On attaque ce problème-là, là. Fait que je sors avec les clés, je me suis dit, je vais prendre le BM, j'embarque le chien. Je me suis dit, on va aller le porter au garage, puis on va revenir à pied, puis ça va lui faire sa marche au chien. J'embarque le chien, j'embarque dans le truck. Il y a rien. Je tourne la clé, il y a rien. Il y a aucune réaction. Je fais comme, non. Là, je regarde, j'avais laissé les lumières allumées. Les lumières du truck étaient allumées. Sur le truck. Fait qu'évidemment que la batterie s'est vidée. Ça faisait 2 mois. Il y avait même plus de quoi faire rouler une brosse à dents électrique. Il y avait même plus de quoi. Calisse. Fait que je vais chercher le Kia, je le stationne en avant, j'essaye de le booster, ça marche pas. J'attends 5 minutes. Le mieux que j'ai, c'est clic, 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 paf, plus rien. Fuck.
Là, la voisine, elle sort, elle dit, j'ai un module, j'ai un truc que tu peux brancher. Puis ça va... soit que tu peux booster ton char, il y a comme une fonction pour y donner une charge rapide, ou tu peux charger ta batterie. Mais je le sais que la batterie est finie, là. Elle est finie, la batterie, là. Fait que j'essaye avec la fonction pour le starter. Puis là, le mieux que j'ai, c'est clic, clic, clic. OK. Puis après ça, ça s'arrête. Bon. C'est bon, je vais le laisser quelques heures. Fait que je le laisse quelques heures. Admettons un 3-4 heures. Je ressors dehors. Je me suis dit, je vais aller le réessayer. Là, il doit être un peu chargé. Puis je dois en avoir assez pour le starter. J'embarque dans le truck. Clic, 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 clic. Il veut plus. Oh! Fait que là, j'ai fait, c'est bon, je vais le laisser brancher toute la nuit, là. Fait que là, je suis rendu là. Là, il y a le truc, là, il y a l'espèce de module. Puis là, je l'ai laissé là toute la nuit, puis là, je vais l'essayer un matin. Là, j'ai comme... je suis là, je fais le show, là, puis on dirait que j'ai même plus le goût de faire le show. J'ai juste le goût d'aller voir le petit BM, voir si ça part. Aucune idée si ça part. Ça va pas partir. La batterie est finie, esti. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Là, il va falloir que je le fasse tower. Puis ici, je suis en campagne, là. Fait que le towing, faut qu'il parte faut qu'il parte de loin, là. Genre de 45 minutes d'ici. C'est pas donné, là. Mesdames et messieurs, c'est un gros soir ce soir. C'est un gros soir. C'est mardi, mais c'est pas un mardi mature. Peut-être dans le sens du terme. Ce soir, j'ai Monsieur Carl qui est avec nous et qui nous a trouvé une invitée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de OnlyFanners. On a une invitée qui s'appelle Karine qui est avec nous. Salut Karine. Hello. Comment ça va? Ça va bien? Va falloir que tu parles un petit peu plus proche de ton micro. Que je rapproche. Ouais. Fais attention parce qu'à sous-écoute, c'est déjà arrivé. Puis Yann, il vient même. Puis le roi s'en souvient. Karine, tu viens de Boisbriand. Oui. Là, j'ai dit tu fais du OnlyFans, mais tu fais pas juste du OnlyFans. Peux-tu nous dire à peu près tout ce que tu fais? Parce que j'ai vu que tu faisais beaucoup de trucs, là. Oui, en tant que tel, je suis modèle à la base. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire du modeling pour les shootings photos, tout ça. Puis, tu fais des shootings qui sont un peu plus révélateurs. Donc, ça a mené à ce que j'ai parti un OnlyFans pour pouvoir partager mon travail. Mais je suis aussi coiffeuse, maquilleuse. Wow! Ouais. Coiffeuse, maquilleuse. Ouais, je faisais des contrats sur les photoshoots aussi. Puis Carl me disait que tu faisais aussi du cosplay. Exact. Ça, c'est une passion. Dans le fond, je suis passionnée de cosplay, gamers, fan d'anime. Je suis une geek. Ah ouais! Ouais, c'est pour ça, moi, c'est ça qui m'a attiré parce que, tu sais, moi, je pareil souvent, tu sais, je game aussi, j'ai une pièce avec plein de figurines pis tout. Puis là, quand j'ai vu ce côté-là, puis en plus, tu sais, là, le summum aussi, qu'on en parlera, pis tout ça, pis là, j'étais comme tabarnouche, c'est rare, tu sais, mettons qu'une femme, là, tu sais, je veux dire, là, je veux pas t'insulter, t'as pas 20 ans, mettons, Ouais. pis tu sais, qui fait tout ça, pis j'étais comme genre, waouh, c'est rare, tu sais, fait que ça, je trouve ça très intéressant. Il y en a, mais c'est quand même des exceptions, là, tu sais, c'est surtout un monde d'hommes, le gaming, là, tu sais, là, pis... Oui, beaucoup. Pour vrai, là. Puis tu games à quoi, juste par curiosité? À quoi? Ben là, je me suis lancée sur Call of Duty mobile. Donc là, je suis depuis 2 semaines, là, c'est intense, mon affaire. Ah ouais, Call of Duty mobile. Ouais. Fait qu'ils ont fait une version mobile? Oui. Ah ouais, puis es-tu le fun à jouer? Oui, pour vrai, vraiment le fun. J'étais surprise. J'osais pas jouer online parce que justement, quand t'es une femme, tu joues, tu te fais bâcher dessus à pelleter. Okay. La communauté est assez terrible, là, ils sont incroyables. C'est surprenant à quel point c'est fermé. Tu sais, des affaires de pas te faire une sandwich à la cuisine, puis... Pour vrai? Ouais. Puis souvent, c'est des kids là, qui disent ça. Moi, je ferme le micro, puis je game, puis je leur pète la gueule. Mais tu sais, c'est ça, quand tu joues une bonne game, moi, je joue souvent sur console, puis tu sais, ils t'écrivent après, là, tu sais, là, tu reçois à un moment donné, poup, ils te popent un message, là, genre, calme, aller fourrer ta mère. Je suis comme, ben, vas-y. J'ai jamais gamé à ce point-là, tu sais, admettons, là, tu sais, parce que j'ai jamais, tu sais, admettons, j'ai-tu déjà fait ça, admettons? En GTA, tu devais pogner du monde spécial. Ouais, mais tu sais, on se parlait juste,
On se parlait juste en chum dans Discord. J'ouvrais pas j'ouvrais pas pas le chat des lobbies, dans le fond. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est là que ça se passe. Ouais, c'est ouais, exact. Ouais. Ok, j'ai compris. Puis c'est venu comment, ça? C'est quand est-ce que tu as commencé à faire du modeling? Puis comment c'est venu? Ah, mon Dieu, le modeling, j'ai toujours eu ça, je pense, dans le sang. J'aimais la photo. J'ai vraiment toujours, même petite, je faisais des petites pauses, là, puis Ouais. j'aimais ça. Fait que c'était comme mon autre personnalité. Je suis quelqu'un qui est très anxieuse dans la vie, mais quand je suis devant un Kodak, il n'y a plus d'anxiété du tout. Ouais. Ouais. Fait que, quand tu dis anxieuse, là, admettons, ça peut se manifester comment? C'est comment que tu peux... T'as-tu des exemples, admettons? OK. J'ai vraiment un trouble anxieux, donc c'est exemple en venant ici. J'ai hâte de venir. Mais mon trouble anxieux va faire en sorte que je vais avoir mal au cœur, je vais avoir mal à la tête, je vais dire « Ah non, finalement, je file pas, je vais essayer de choquer. » Ah ouais. Ouais. Moi, je pourrais faire une joke là-dessus, tu veux-tu des pilules? Parce que tout le monde m'a dit que c'est moi le pharmacien. Moi, ça, là, peut t'enlever l'anxiété pas mal. Carl, c'est un druide. Ouais. Carl, il y a plein de... Je suis le druide du Daily Buffer. Peut t'enlever ça, moi, de l'anxiété. Pharmacarl. C'est bon, ça. C'est comme le healer. Excuse-moi d'avoir coupé, mais là, j'étais comme, il y a peut-être une cliente, là, je vais t'en parler. C'est notre docteur TikTok à nous autres. Ouais. Parce que j'étais à une base de paramédic, là, quand même. Fait que, tu sais, je connais ça un peu. Base. Ouais, c'est ça. Fait que, mais non, c'est pas, j'en prends beaucoup moi-même. Fait que. Je veux juste faire une petite parenthèse face à ça. Pharmacal, oui. Je m'en vais parce que mon médecin, excuse-moi de raconter ça, là, mais c'est parce que ça va faire rire Carl, je pense. Mon médecin, je m'étais fait prescrire un moment donné du Cialis. OK. Puis pendant un bout, puis là, un moment donné, j'ai fait changer pour du Viagra. OK. T'as Mais là, mieux l'effet? Ouais, ben tu sais, c'est plus court puis tout ça, mais en fait du compte, ça me donne des étourdissements puis tout. Fait que là, je dis, je m'en vais voir la pharmacienne puis je dis, j'avais-tu les deux prescriptions ou elle me a changé une pour l'autre? Puis je dis, me semble que je reviendrais vers le Cialis. Il m'en restait une puis il m'en restait puis me semble que ça faisait mieux effet. Elle dit, je peux envoyer un fax à ton médecin. Elle dit, en même temps, tu veux-tu qu'on lui demande du 20 mg au lieu du 10? J'ai dit, non. Mou un peu. J'ai dit, mais non, mais c'est ça que j'avais, du 20 mg. Elle dit non. Elle dit, ce que tu as de prescrit ici, c'était du 10. Oh, je viens de comprendre. Fait que là, j'ai fait comme, ça se peut que ce soit un ami qui m'ait partagé. C'est ça que je t'avais donné. Oups! En plus, on dit ça enregistré devant la caméra. Elle a pas les hommes me chercher. Mais revenons à toi, Karine. Fait que t'as commencé, ça fait-tu longtemps, mettons? Modèle, je pense. Ouais, quand même, 2018, là, je dirais. Là, mais 2018? Ouais. Ah, quand même. Hein? OK. Fait que c'était avant la pandémie. C'était pas un truc de pandémie. Ben, le OF, lui... OF, oui. Ah oui, hein? Il y a bien du monde qui ont commencé pendant la pandémie. Ça n'a pas été la même raison que la plupart des filles. Il y en a beaucoup, sans dénigrer ou quoi que ce soit, là. C'était des danseuses ou ils ne pouvaient plus travailler. Fait que c'était d'aller chercher comme une clientèle, d'avoir de l'argent pareil. Moi, c'était pas ça. C'était vraiment à la base pour partager mon travail nu. OK. Puis, je suis quelqu'un qui est exhibitionniste dans la vie. Fait que... Puis, exhibitionniste, à quel niveau, je veux dire? Est-ce que c'est de l'exhibitionniste qui se traduit juste par, admettons, à travers un médium, admettons, les pages d'un summum, des photos sur un écran, ou c'est exhibitionniste, admettons, t'aimes ça devant le photographe, devant un public qui est devant toi? Ouais, tu sais, on s'entend que je suis libertine à la base, donc... J'aime me montrer, I guess. OK. Ah, tabarnouche. Fait que t'es anxieuse, mais en même temps, t'as un côté libertine. Un côté... c'est très opposé. Ouais, c'est contradictoire comme mix. Ouais. Puis, comment vous le pratiquez, votre liberté? Est-ce que ton chum est libertin? Oui. On dit-tu libertin aussi? Oui, mais on est un couple libertin. Libertin. Mais ça, libertin, c'est vague, hein? Ouais, c'est ça. Admettons, j'imagine que chaque personne qui sont dans le libertinage ont leurs paramètres. Ça serait quoi vos paramètres à vous autres, à toi et ton chum? Tu sais, tu vois, il y en a beaucoup. Ça va être dans l'échangisme. Nous, c'est pas tant ça. C'est plus le côté mélangiste qu'on aime
hey, hein, faut que je sois open dans mon part avec ça. Faire des trips à plusieurs, mais tout le monde ensemble. Là, il y a comme... OK, fait que vous êtes toi puis ton chat, c'est pas nécessairement moi je pars de mon bar, lui part de son bar, c'est vous deux ensemble, mais vous ajoutez des personnes à ça. Mais vous êtes mariés en plus, je crois. Oui. Fait que c'est ça, fait que c'est quand même vous avez une union certifiée, mettons là. Oui, ben moi, tu sais, je regarde les gens, souvent quand ils sont dans le libertinage, ils vont combler quelque chose qui manque. Nous, on vient comme combler juste le tout, qu'est-ce qu'on a, on vient partager notre relation. OK. Dans le fond, vous avez du fun ensemble avec d'autres. Tu sais, moi, ça m'allume de le voir allumer. Ah, nice. OK. Ben, tu sais, s'il est dans une autre pièce, je sais pas. Là, Puis comment c'est venu, ça? Est-ce que vous avez commencé votre relation dans des, admettons... non? Est-ce que c'est venu après combien de temps? Puis comment c'est venu? Hey, je pense que c'est moi qui l'a abordé. C'est moi qui l'ai abordé? Je pense que oui, hein. Fait qu'avant, mettons, toi, t'étais pas comme ça? Ou t'as tout le temps eu des relations, je sais pas, fermées, je connais pas beaucoup ça, là, mettons, c'est ça? Mettons, fermé, puis là... OK, exclusif? Ouais, exclusif. Karine, elle t'a ouvert, mettons, elle t'a demandé si tu voulais avoir une relation ouverte. C'est comme ça que ça a commencé? C'est ça, je suis bisexuelle, fait que je me disais, tu sais, j'avais envie de voir des femmes aussi, mais je voulais pas me séparer, tu sais, je voulais pas nécessairement comme être avec lui. Fait que c'est pour ça que j'ai apporté, j'ai dit, on pourrait faire des trips ensemble. C'est sûr qu'en partant d'amener d'autres femmes, ça doit être rare que le gars fait arc. Ça m'intéresse pas. Il y en a pour vrai. Ah ouais? Je te jure. Il y en a. Pas lui, mais il y en a. Ben, il y en a, mais ces gars-là, ils sucent des pénis. Bon, c'est dit. Mais. Non, mais écoute, en même temps, pour vrai, tout le monde c'était un désir de ta part, admettons, de commencer à intégrer des filles là-dedans. Tu voulais-tu intégrer des gars aussi ou vous avez paramétré ça avec juste... Ça a été vraiment plus tard, là. OK. Tu sais, à la base, c'était vraiment pour le côté femme, le féminin que j'allais chercher, la relation féminine avec une autre femme, là. OK. Tu sais, j'enlèverais pas qu'est-ce que j'ai avec un homme. Ouais. Ça me prend ça. Ouais. Mais une femme, c'est différent. Tu sais, je peux pas dire comme est-ce que j'aime plus ça ou moins ça. Il y a bien des bisexuels qui me disaient que souvent les femmes bisexuelles aiment être en couple avec un gars, mais aiment juste avoir du sexe et ne veulent pas être en couple avec une femme. Je sais pas si tu comprends, ils peuvent pas. Tu sais, ça va souvent s'en tenir à la sexualité, leur bisexualité. Ouais. Ça va être sexuel, mais en termes de couple, en termes de... Est-ce que toi, c'est comme ça? Ben, pas avoir été mariée, j'aurais pu être en couple avec une femme. Ouais. Pour vrai, ça m'aurait pas dérangé, mais il aurait fallu que j'aie comme cette liberté-là d'aller voir un homme. OK. J'ai comme besoin... Puis votre relation, là, ça fait combien de temps vous êtes ensemble avec Olivier? On est ensemble depuis 2014. Depuis 2014? Ouais. OK. Puis là, puis toi, est-ce que tu savais avant de fréquenter Olivier que t'étais bisexuel? Oui. OK. Tu savais avant. Est-ce que c'était juste un fantasme, un désir ou tu l'avais déjà pratiqué? Des petites expériences. Des petites expériences. Frenchie. Ouais, tu sais, des petites affaires. Là. En s'entend, je suis coiffeuse à la base, fait que les parties de coiffeuse... Ah, ouais! Ça peut être wild. C'est pour ça qu'il y en a souvent au dé. Ça se peut. Fait que tu savais déjà à la base que t'étais bisexuel. Puis là, un moment donné, t'as dit à ton chum, t'as dit, hey, ça serait cool si on pouvait. Ça te tenterait-tu qu'on intègre une fille? Puis là, ben. Le fameux trip à 3, là, de dire, on essaye tout ça, tu sais. Ouais. C'est comme l'entrée de base. Puis finalement, ça n'a même pas été notre entrée de base parce que c'est un couple qu'on a eu. OK. Ça a vraiment mal été. Ça a mal été? Vraiment mal. Ah ouais? Au point, là, je pensais vraiment que ça allait mettre fin. Je peux pas continuer là-dedans. Pour vrai? Ouais. Ah ouais, fait que ça a été... Qu'est-ce qui allait mal? C'était le malaise tout le long? C'était quoi? Non, en tant que tel, tu sais, si tu regardes ça un peu étiré de loin, là, c'était quand même bien. C'est juste qu'eux, ils ont fait leur trip. Puis nous, on était comme newbie là-dedans. Fait qu'on n'a pas imposé nos limites. Fait qu'ils ont fait qu'est-ce qu'eux, ils voulaient, mais pas ce que nous. Fait que ça a dépassé des limites qu'on s'était dit. Ah, fait qu'eux autres, ils étaient rendus dans le cul, puis là, ils étaient en train de pisser dessus, puis ils étaient en train de la... La première expérience, eux autres, ils sont allés en ligne. Là, elle regarde son genre, c'était pas ça qu'on voulait. On voulait juste frencher.
Eux autres se sont dit, des petits nouveaux, ils ont pas parlé de rien. Ah ouais. En fait, fuck off. Prends ton laxatif, c'est en soirée que ça marche. Mais les autres, t'es-tu habitué? Genre, sont arrivés, puis eux autres, c'est comme, OK, vous êtes un couple ouvert, c'est correct, on va vous gérer ça, taf. Exact. Ah, ouais. Il était super, comme, tu sais, il était super fin, là. Pour vrai, j'ai rien à dire de ce côté-là, mais ça a été, je savais comme pas, faut-tu que je l'arrête? Faut-tu, comme je dis, non, ouais, c'est trop, là, c'est too much. Ouais. Ah, ouais, non, je comprends. Fait qu'on a comme rien dit, on sait même pas. Puis, tu sais, moi, mes yeux parlent, OK? Fait qu'à un moment donné, m'a compté de quoi, là, c'est cru, là. Ouais. La scène. T'as mon homme qui est sur le divan. Moi, je pense que c'est fini le trip, OK? Moi, je pense qu'il s'en va. OK. Non, je me dis, s'il veut voir mieux les commentaires. Tu veux-tu voir? Il est assis sur le sofa. Moi, je suis en face sur le pouf. Puis là, t'as la fille qu'elle se met à sucer mon chum. Puis lui, il se met à la manger. Là, je suis là, je les regarde. Fait que là, lui, il dit, insiste. Non, c'est correct, je suis bien en esti où ce que je suis. Oh non! Oh non! Lui, il a comme pas catché sur le coup. Quand ils ont sorti, ça a fait comme, non, tu comprends pas. Ça passera pas, ça. Mais c'est quoi? T'aimais pas? Mais moi, c'était fini. Tu sais, on avait fait un trip déjà. Il s'était passé des choses. Puis ça avait déjà dépassé mes limites parce que je pensais pas qu'il y aurait pénétration. Surtout pas une première fois. Lui, c'est pas gêné. Let's go, Non. on y va. C'est ça. OK. Fait que. Puis là, ça a continué quand moi, je pensais que c'était fini. Ben, t'as Fait peu, que- c'est qui a pénétré qui que t'étais pas à l'aise? C'est ton chum? Ah, ça. Attends. On est dans le spa. Il faut que je te mette en situation, là. C'est complexe, là. On est dans le spa, les quatre. Puis là, tout de Ça suite, part bien. on s'est séparés, comme chacun d'un bord. Lui, il m'a pogné moi. Puis elle a pogné mon chum. OK. Elle a embarqué dessus, moi, dans ma tête. Elle embarque, puis tu sais, elle se frotte. Je dis, tu sais, on s'était dit pas de pénétration. OK. Ouais. Moi, c'est eux pour eux, là. C'est comme, hey, tabarnak! Fuck off, là. Olivier! Si, vas-y, bon. Ouais! Moi, tout, je veux un pénis dans mon vagin, là! T'essaies, là! Fait que, bref, c'est ça. On a dépassé comme qu'est-ce qu'on devait faire. Ah, parfait. Fait que dans le fond, OK, fait que toi, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais après ça a-tu donné une discussion? Après ça, Oui. vous avez dû vous parler, toi et ton chum, là? Exact. On a parlé beaucoup, puis on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on aimerait réellement? C'était ça. Tu sais, nous autres, c'est. On peut aller dans un club libertin, puis juste que le monde nous regarde. OK. C'est pas obligé de partager avec d'autres mondes, là. OK. Puis ça, l'avez-vous fait, en fait, du compte? Oui. Vous l'avez fait. OK, fait que vous avez quand même une vie sexuelle quand même assez wild. Les clubs clubs libertins, les clubs... J'ai une bonne libido. T'as une bonne libido. Ouais. OK, bon, parfait. Fait qu'à partir de là, fait que là, t'étais déjà libertine avant de commencer à faire du modeling, admettons? Non, je pense que j'étais modèle un peu avant. Non? Ah ouais, ben c'est dans les mêmes temps. C'est à peu près dans la même année que ça s'est fait. Là, tout OK, ça. OK. Puis c'était comment ça a commencé le modeling? T'as trouvé un photographe ou tu faisais ça devant ta caméra à toi, puis après ça... Ben, j'en faisais moi-même. C'est sûr, j'avais comme mes Instagram, Facebook que je bourrais de photos. Mais quand j'ai rencontré un ami photographe, Nicolas, que j'adore, c'est lui qui m'a donné vraiment la chance, puis il m'a fait aimer la photographie vraiment, puis de pas craindre, parce que tu sais, il y a un... Comment il s'appelle? Nicolas Fac. Ah, ben oui, Chris, c'est Fac, la Factory. Oui. Oui, Fac. oui. OK, je le connais super bien. J'étais supposé de collaborer avec lui. Il voulait que j'aille sur un shooting. Il dit, viens sur un shooting. Puis, en fait, compte, ça a jamais donné, mais je le connais super bien. Ça fait des années en plus Ah, il que est je le super connais. fin. Ouais. Pour vrai, là, c'est ça. On a collaboré ensemble. Ça a été... Lui, il a vu ton Instagram, genre, puis il a fait comme ça te Ouais. tente-tu de faire un shooting avec moi? Exact. OK. Ça a été vraiment... On était à l'aise. Puis ça, on n'avait même pas besoin de préparer le shooting. J'arrivais sur place, puis on disait, bon, ben go. Hey, on fait ça. Tu sais, les deux, on écoutait des films. Fait que, tu sais, des affaires Star Wars, on sortait ça de rien. Ouais. tu sais. J'avais mon make-up, fait que je pouvais tout changer. OK. C'est nice. Ah, fait que c'est comme ça que c'est venu. Là, le modeling... Est-ce que tu peux faire de l'argent avec ça? Tu sais, parce que c'est beau, là. Tu te prends, admettons, des photos de toi, tu les mets sur ton Instagram. Après ça, et si t'as pas rien à promouvoir, admettons, si t'as pas une... Tu sais, comment tu peux faire de l'argent juste avec... Tu peux t'en faire? Oui et non. Je dirais qu'il y a beaucoup de filles, justement, de OnlyFans, qui vont prendre les photographes pour créer leur contenu. Donc, tu sais, faire du contenu OK. promotionnel ou ces choses-là. Moi, à la base, c'était vraiment des contrats photos.
Donc, exemple, le photographe veut faire son portfolio. Il veut un style de photo. Fait que là, il dit, OK, tu charges combien de l'heure? Fait que là, il te paye pour, mettons, je sais pas, 3 heures de shooting. Puis lui, ça, il fait des photos pour son portfolio. Puis d'autres fois, si c'est moi qui veux agrandir le tout, avoir de la variété, ben je peux dire, gars, je te paye parce que, tu sais, là, c'est moi qui ai besoin. Tu sais, c'est celui qui va avoir besoin qui doit payer l'autre. Hein, OK. C'est-tu déjà arrivé, genre, OK, ben moi, je mets ça dans mon portfolio, puis toi, sur ton Instagram, tu vas du compte. Des collabs. Donc, on va faire des collaborations, mais tu sais, il y en a tellement qui veulent des collabs, tu peux pas collaborer avec tout le monde. Là. Ah, c'est que tu dois en avoir des weirdos. C'est ça, genre, non, mais tu sais, des photographes, là. Ouais, des photographes. C'est parce qu'il y a une caméra, c'est comme, on fait du nu ensemble. Ouais. Yeah, right. Beaucoup de ça, là. Ça doit, ouais. Première fois, c'est sûr, si je suis pas à l'aise, je ferai jamais mieux. Avec ma nouvelle caméra, j'aimerais ça faire Vlogcember. Vlogmas. Vlogger à tous les jours pour le mois de décembre. Je prendrais de l'avance, par exemple. Je commencerais là. Ce serait des petits vlogs de 5 minutes. J'aimerais ça être capable, avoir la... Oh! Mais faudrait que je me concentre juste là-dessus. Là, j'ai de l'avance avec le Daily Buffer Podcast. Est-ce que je continue le stream, faire ça? J'aurais aimé ça y arriver. Je veux arriver à faire un petit film par jour, comme Casey Neistat dans le temps. Il était excellent, Casey Neistat. Puis j'aimais ça, puis je voulais avoir son courage, puis sa détermination. Il n'y a rien de plus détermination que de vlogger à tous les jours. Léo aussi l'a essayé. Chris, c'est tough. Hey, c'est tough. On a tout essayé, là. Mais c'est tough, cette fille vlogger à tous les jours, là. Faut que tu trouves un sujet. Je suis en campagne. Alors, regardez, là, je me donne encore des excuses. Tabarnak, là. Yann, là. Commande, là. Arrête de donner des excuses. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'en parle tout le temps, puis je sais pas. Est-ce que mon plan était bon, là? Je suis en train de me demander, mon plan était-tu bon? Parce que j'aime ça, là, filmer avec cette caméra-là. Je peux l'amener partout. Là, je veux tout acheter. Là, je me suis aperçu DJI, mais quelle asti de compagnie de feu! Leur produit, c'est comme Zoom. Je sais pas si vous connaissez la compagnie Zoom. Pas Zoom, le logiciel. La compagnie Zoom. Quand tu achètes une babelle de Zoom, il y a tout le temps plus d'options que tu penses. Quand tu lis le manuel d'instruction, c'est des appareils incroyables. Partout là où il y a de l'espace, ils vont coller un bouton qui va servir à de quoi? Tout leur appareil, c'est des hosties d'appareils de Top Gun. DJI, je m'aperçois, Chris, ils font du bon matériel. Là, j'ai le goût de me procurer leur Osmo Pocket avec l'espèce de gimbal, là. J'ai le goût de me procurer ça. Ils m'ont bien impressionné. En tout cas, la petite caméra, je l'ai dans les mains, là. Puis, cette fille, je l'aime, là. C'est peut-être ça qui va sauver. Ça va sauver le vlog. Ça va sauver ma créativité, je pense. Quand j'achète du matériel, quand j'achète du nouveau matériel, là, c'est comme si je renais de mes cendres. Je suis comme un phénix. Je suis en train de m'éteindre, d'un coup je dépense sur Amazon, puis je renais de mes cendres. Il n'y a rien de mieux que dépenser. Il n'y a rien de mieux que de surconsommer, mesdames et messieurs. Hier, je me suis pogné avec un gars dans les commentaires. J'ai gâché ma journée, une partie de ma journée à m'ostiner avec un hostie de moron. Le gars, il écrit... parce qu'il y a quelqu'un qui fait un commentaire un peu... je sais pas quoi, là. Il met un graphique comme de quoi... je sais pas trop. C'était concernant l'écologie, je pense, puis la Chine, puis la pollution, puis toute la patente. Puis là, il y a un gars qui écrit dans les commentaires la maudite... la foutue surpopulation. Puis là, j'ai fait... c'est une bonne idée d'intervenir et d'aller l'instruire un peu. Je vais aller l'instruire un peu de façon passive-agressive. Parce que j'avais vu un reportage, pas un reportage, mais j'avais vu une vidéo qui disait que la surpopulation, c'est pas tant un problème. C'est pas un problème. Ça va rebaisser, là. Ça va rebaisser à un moment donné. On approche un plateau, là. Ça ralentit beaucoup, puis on approche un plateau.
Mais, oui, on va se rendre jusqu'à 10 milliards de population sur la planète. Ça semble gros, mais tu sais, on est passé... C'est pas gros, là. Tu sais, quand tu considères qu'on est passé de 4 milliards dans les années 80 à là, 8-9 milliards aujourd'hui, bientôt. On a doublé. Là, on a en 2080... ouais, c'est ça. Entre 2040 et 2080, on devrait atteindre un plateau puis ça va se remettre à baisser. Tellement que en 2100, là, celle-là, cette statistique-là, je suis plus sûr, là, mais je veux pas vous induire en erreur. Mais toujours est-il qu'il va y avoir une baisse de la population, puis notre problème... Le problème concernant l'impact sur les ressources naturelles et sur l'écologie en est pas un de surpopulation, ça en est pas un de surnombre, c'est un problème de surconsommation. Fait que, ben oui, ça a de l'air gros en nombre, là, mais il reste de l'espace à urbaniser pour pouvoir accueillir ces gens-là, mais après ça va se réduire. Là, puis après ça, on va fermer des villes. Puis on va fermer des endroits. Là, ça va baisser. Nous autres, on le vivra pas de notre vivant. Là. Je le vivrai pas de mon vivant. Là. Peut-être que mes filles vont le connaître de leur vivant, eux autres, la décroissance de la population. Mais le gros problème, c'est la surconsommation. C'est des Yann Terriot qui s'achètent des caméras juste pour s'en sentir bien dans son cœur. Enfin bref, on va être... mes enfants, si je fais le cheap de les avoir mis au monde, pauvres eux autres, je les aime tellement. Je les aime tellement, mais ils ont tellement de défis devant eux autres. Puis je serai pas là. Je serai pas là pour les mansplainer, les pauvres. M'excuse les filles. Je m'excuse les filles, j'aurais pas dû, esti. Je vous aime tellement. Je veux tellement pas qu'il vous arrive de quoi. Je veux tellement pas que vous viviez... Je veux que vous viviez heureuse. Je veux que vous en ayez une maison, une place pour vous autres, pour élever vos enfants. Je veux pas que... Câlisse, qu'est-ce que vous allez faire pour vous autres? C'est pas les loyers, c'est plus... Vous pouvez même plus vous payer des loyers. J'ai peur que mes filles se retrouvent sans abri. Là, les filles, soyez cochonnes. Pognez-vous un gars riche, là, puis arrangez-vous pour le garder. Mesdames et messieurs, c'est un gros show cet après-midi. On enregistre ça en plein après-midi parce qu'on a une invitée spéciale. Ben oui. C'est mon ami Faf qui va nous la présenter. Faf, présente-nous notre invitée. Je vous présente la grande créatrice, se dis-je, ma maman. Ouais. Ma maman chérie, Angèle, ma mère. Wow! Angèle qui est on dit ça de même, acéricultrice. Était, mais... J'étais acéricultrice. Acéricultrice. Ah ouais. Puis là, il y a eu un documentaire. Vous avez participé à un documentaire. Là, il y a un film qui sort. On va tout parler de ça. Okay. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir. Vous êtes la mère de Faf? Oui. Il était comment quand il était petit, Faf? Ça paraît pas, hein? Mais il était bien tranquille. Ah ouais? Il était tranquille? Oui. Il était pas mal commode? Non, il a pris les faux plis de son père. Ça ressemble pas mal à ça. Là, est-ce que vous êtes encore avec le papa de Faf? Oui. Vous êtes encore en couple avec le papa de Faf? Avec papa? 49 ans. 49 ans, wow! Wow! Ouais. Hey, on change pas parce que serait habitué à un autre, là, ça serait difficile. Tinder, ça vous tente pas? À retourner sur Tinder, puis... Non, on retournerait même pas. Est-ce que vous avez suivi un petit peu la carrière de votre gars? Oui. Ben, tu peux la tutoyer, premièrement? Ouais. C'est pour ça que je dis, il y a deux maisons, lui. Il y a chez eux, puis il y a chez eux, chez nous. Ah ouais? Chez mes parents, moi. J'ai de l'attache avec mes parents comme ça se peut pas. Fait que, non, je suis... Puis, c'est ça, j'habite dans une cabane à sucre que c'est mes parents qui ont construit. Ah ouais? Ouais, on va en parler plus tard, mais dans le fond, à cause de ce qui est arrivé avec la fédération, il a fallu qu'ils s'en départissent. Mais là, le nouveau propriétaire me la loue. Puis mes parents, eux autres, sont revenus dans la maison, c'est qu'ils habitaient
c'était avant, là. Ouais. OK. À Sainte-Clotilde. Maison. À Sainte-Clotilde de Beauce. Sainte-Clotilde. On avait construit notre maison en 75. On a déménagé, ça fait 16 ans. On a été 16 ans qu'on n'était pas là, mais là, on est revenu dans notre ancienne maison. Avez-vous toujours été acéricultrice? Non. Mes parents avaient une érablière. OK. Mais j'ai tout appris à partir de mon père. Puis on courait les érables. Je courais avec mon père avait un cheval. Puis nous autres, on appelait ça courir les érables. Là. Je sais pas s'il y a d'autres termes pour ça. Mais mon père prenait son bord de chemin. Moi, je prenais mon bord de chemin. Puis j'étais assez orgueilleuse que je suivais mon père avec les raquettes, les grosses chaudières. Les grosses chaudières. On appelait ça des siots, nous autres, en Beauce. Hein? Quand vous dites courir les érables, ça, c'est faire la ronde. Là. Faire la ronde, puis aller recueillir. Ramasser l'eau d'érable à chaque entaille. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de tuyaux dans des érables. C'était des chaudières qui étaient accrochées après les érables. Fait que tu vidais la chaudière dans une plus grosse chaudière. Ça prenait pas de temps, que tu avais beaucoup de liquide, puis ça te prenait des méchants bras. Puis ma mère, elle suivait mon grand-père. Ah ouais? Oui, aller jusqu'en 82. À peu près après ça, on a eu une érablière. Hey, dans le chat, y a-tu quelqu'un qui peut bloquer bannir Seb Bot pendant un petit bout, là, qui arrête ses questions niaiseuses, là? C'est ça. On avait acheté une en 88, mais on a racheté une plus grosse en 93. OK. Fait, dans le fond, vous avez tout le temps été dans l'érable. Je veux dire, vous avez pas fait autre chose, admettons, infirmière ou... non, travailler dans les restaurants, j'ai gardé dans les écoles, là, service de garde, tout ça. J'ai fait toutes sortes de métiers autres qu'acéricultrice, mais à partir 93 que tu as eu ta première Oui, en 93, mais je travaillais pareil à l'extérieur parce que c'était pas on avait parti ça tranquillement. OK. Mais vous aviez parti c'est quoi une cabane une cabane, on l'a toute bâtie de A à Z. On a pris une érablière qui était vierge, qui avait pas rien là-dessus. On l'a toute nettoyée, moi et mon père. OK. Puis ma mère. Puis mon mari, lui, travaillait à l'extérieur. Fait que on a tout monté, mais on a monté juste une partie pour le départ. Puis on a grossi d'année en année. OK. Ouais. OK. Puis c'est jusqu'en 2002, 2003 là, je travaillais à l'extérieur aussi là, je travaillais dans un restaurant, mais à partir de 2003, ben là on était rendu assez gros là que c'était mon métier à moi. J'entaillais. C'était plus un hobby, là, parce que ça a commencé un peu comme un passe-temps ou comme... Oui, c'est ça au début, mais ensuite là c'est devenu mon métier, puis j'entaillais. Puis je tiens à dire, toute seule. Mon père, quand ma mère a dit que c'était elle la céricultrice, là, mon père aidait un peu, mais c'est ma mère qui faisait toute la job. Là. Ah ouais. Puis la job de bras, là, c'est ma mère qui la faisait. Là. Hey, ça m'impressionne. Il aidait les fins de semaine là, pour aller marcher les fuites, comme on appelait, là, pour voir s'il y avait des tuyaux brisés, tout ça. Mais la semaine, j'étais toute seule, je faisais bouillir. Dans les avant-midi, je travaillais dans le bois à aller voir ma tublure, là, voir si toute l'organisation était correcte. Puis dans l'après-midi, je faisais bouillir. Des fois, je faisais bouillir jusqu'à 2h du matin, 2-3 heures. Je me relevais à 5h. Puis je recommençais parce que vu que j'étais tout seul, là, j'avais pas le choix. C'est quoi le procédé, tu sais, parce que nous autres, on le voit, tu sais, comme, OK, il y a de l'eau d'érable qui coule d'un arbre, ça s'en va soit dans un sio, soit dans des tuyaux. Après ça, vous récupérez ça, puis après ça, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous le faites bouillir? Oui. Mais avant, on appelle ça un séparateur, un concentrateur d'eau d'érable, là. Mais nous autres, on appelait ça un séparateur. C'est pour séparer le sucre avec l'eau. OK. On la mettait un peu plus sucrée. OK. Mettons d'un érable, quand elle coule d'un érable, c'est environ 2 à test 2
à 2,5. Mais quand on la passait dans le séparateur, on pouvait la monter jusqu'à 7, 8, 10, 12. Elle est beaucoup plus facile à faire bouillir. Fait que... moins long de bouillage. OK. Moins de bois, parce que j'étais au bois, là. Puis, fait que là, vous mettiez du bois pour faire bouillir l'eau en dessous, genre d'une marmite. Oui, c'est comme, une bouilleuse. on appelait ça une bouilleuse, c'est un évaporateur, mais nous autres, Ça enlève l'eau, ça enlève l'eau, puis il reste juste... le sirop. Ça concentre le sucre. Plus que ça va, plus que le sucre vient concentrer. Puis quand on est rendu à une certaine concentration, ben là, ça devient du sirop d'érable. Wow, OK. Ah, crème. C'est simple, mais en même temps, c'est compliqué un peu. Ça prend des appareils, ça prend du matériel quand même assez gros pour pouvoir faire ça, j'imagine, là, tu sais. Oui, ben ça dépend toujours de la grosseur de ton érablière. Tu as une petite érablière, tu vas avoir une petite bouilleuse, un petit évaporateur. Si tu en as une plus grosse, tu y vas selon la grosseur. C'était combien d'entailles que tu avais à la fin? En dernier, j'avais environ 8000 entailles. 8000 entailles? Ouais. Mais tu sais, aux États-Unis, c'est pas gros, là. Au Maine, il y en a des 200 000, 250 000 entailles, là. Wow! Même, je te dirais, c'est comme des compagnies là qui se sont formées, même avec des Québécois aussi là-dedans. Puis, ça peut aller jusqu'à 1 million d'entailles aux États-Unis, mais en compagnie. Et ils sont plusieurs, là, ensemble pour faire le sirop. OK. Ouais. Wow! Ouais. Dans le fond, toi, quand t'as commencé, c'était complètement libre au début. Bon, oui. Vous pouviez faire ça, faire ça. Je la vendais à qui que je voulais. Je vendais mon sirop à qui que je voulais. Puis Tu le vendais à qui dans le temps? C'était-tu au Nouveau-Brunswick tout de suite ou avant? Non, j'avais mon vendeur, mon acheteur de sirop, mais... Fait que c'était pas juste, admettons, un kiosque que vous aviez. Ah, non. Puis vous vendiez votre sirop, là. Vous aviez trouvé quelqu'un qui un acheteur, puis lui, j'imagine qu'il allait distribuer ça dans des épiceries ou des commerces. Oui, c'est comme, il y en a dans notre coin, il y a, à Saint-Victor, il y en a des acheteurs de sirop, mais sont sont affiliés maintenant avec la fédération. On va y arriver. Les acheteurs autorisés qu'on appelle. Puis eux autres, ça n'est ça qu'ils vont produire après ça en petites cannes, puis tout ça, puis ils vont vendre ça un peu partout. OK. Ils ouvrent leur marché à eux autres. Ils ont leur marché à eux autres. Mais sinon, au début, là, quand vous pouviez, admettons, faire ça, vous pouviez vendre votre sirop tel quel à des marchés locaux, à des acheteurs. On pouvait le vendre à qui qu'on voulait. Durant fallait payer l'impôt là-dessus, tout ça. Oui, comme n'importe quel business. Oui, normalement. Puis, mais là, à un moment donné, la fédération, eux autres, étaient là dans le temps, mais elle n'avait pas un monopole encore. Oui, c'est ça. Comment ça a commencé, cette histoire-là de fédération? C'est une fédération, elle existe depuis quand, cette fédération? Le tout début de la fédération, je peux pas te dire l'année là parce qu'on n'était pas là-dedans, mais il y a Citadel. Là. Citadel, c'est une coop fédérée qui achète le sirop encore présentement, mais qui était là dans le temps de mon père. Mais la fédération, elle a embarqué à un moment donné. Si on veut faire une histoire courte, si on recule dans les années 60, c'était pas... c'est tout affilié avec l'UPA. Okay. Mais, dans le temps, ça s'appelait, dans les années 60, l'Union des cultivateurs catholiques. Ah, OK. Oh, mon Dieu. L'UCC. Ouais. Okay. Puis là, quand la religion était moins forte, là, l'UPA a embarqué. OK. Puis ça a changé de nom. Le monopole a embarqué... 2003, ça? Dans le sirop d'érable, c'était en 2002. 2002. Mais tu sais, c'était quoi, admettons, le but premier avant de devenir un monopole? Le but de se fédérer, c'était quoi? C'était pour... c'est quelqu'un qui n'était pas capable de vendre son sirop. Eux autres, ils avaient ouvert comme des banques de sirop.
il ramassait le sirop des producteurs qui avaient pas. Fait qu'il servait un petit peu comme grossiste. Oui, c'est ça. OK. Ça, c'était correct dans le temps. Ben ouais. Pour ceux-là qui n'avaient besoin de cette façon-là. Mais pour ceux-là qui n'avaient pas de besoin, il n'y avait pas besoin de la fédération. C'est parce que ça centralise. C'est parce que ça centralise la distribution. Tu sais, quelqu'un qui est pas bon à vendre ou à se trouver lui-même un acheteur, au lieu de tout le monde se trouve son petit acheteur puis que ça devient compliqué. À tout de moins, il y avait une fédération pour pouvoir distribuer. Il y avait, Citadel était là, la coop Citadel. Elle l'achetait aussi le sirop pour ceux-là qui voulaient pas vendre leur sirop eux autres mêmes. OK. Il y avait plusieurs choix, dans le fond. T'avais la Citadel. On avait plusieurs choix, oui. Puis imagine-toi, Yann, en France, là, il passerait une loi de même. Puis là, tout le vin, là. Ben là, tous vos raisins, là, vous allez tous les mettre en même place. Il y aura plus de variété de vin en France. Ça va être un vin français, ça va être une marque d'Atit. Puis vous êtes tous obligés de vendre votre vin à nous autres. Je vais en arriver là. Comment ils ont réussi à... Comment ils ont réussi à avoir cette espèce d'emprise-là, cette espèce de monopole-là, de pouvoir décider, là, tout le monde qui fait du sirop d'érable va passer par nous autres, c'est nous autres les... Il s'était essayé en 92-93, la banque de sirop qu'on appelle. Puis, il y avait eu une grosse perte, ils n'avaient pas réussi à vendre le sirop à leur façon. Ils l'avaient vendu 50 sous. La livre, la fédération, dans leur banque de sirop. Mais là, en 97-98, il y a des producteurs qui se sont rendus compte, oups, on s'est fait avoir. Parce que dans le temps, le sirop d'érable valait plus que 50 sous la livre. OK. Puis qu'ils ont dit, il y a quelqu'un quelque part qui a mis cet argent-là dans leur poche. Fait que il y a eu un recours collectif qui s'est fait contre la fédération. Puis c'est à partir de là que là, la fédération, il avait essayé d'avoir le monopole, mais il n'avait pas réussi. Mais là, avec les avocats, ils sont pris des bons avocats, là, puis ils ont réussi à monter le système de monopole. Puis, c'est à partir de là, nous autres, j'avais suivi ce procès-là parce que je vendais du sirop, moi, là, puis il y en avait qui étaient embarqués dans des amis à moi qui avaient perdu beaucoup d'argent dans le système de banque de sirop de la fédération. Ça, c'était toujours dans les années 93. Oui. Puis là, j'avais suivi le procès à Québec avec eux autres. Puis là, à un moment donné, il y a un avocat de la fédération qui avait dit prochainement, on va se blinder contre les producteurs, on va se monter un système qu'aucun producteur va pouvoir nous poursuivre, passer à côté. Puis mais comment tu fais ça? Faut être l'aval de politiciens. Tu peux pas, je peux pas créer une loi puis décider. Un syndicat, là, depuis que les syndicats existent là, au Québec, là, toutes les fois qu'un syndicat rentre à quelque part, mettons que les employés veulent se désyndiquer, c'est jamais arrivé une fois. Là. Les syndicats, ils ont plus de pouvoir que le gouvernement. Là. Ouais, mais attends un peu, c'est parce qu'un syndicat, c'est propre à une entreprise, admettons. C'est propre à un secteur ou une entreprise. Mais je veux dire, faut que le gouvernement approuve ça. Parce que tu peux pas faire, admettons, syndicat, moi, je peux dire, je vais sortir de cette entreprise-là. Je vais me partir à une autre entreprise. Je vais te dire, on s'est toujours fait dire par les avocats que l'UPA, c'était le syndicat le plus fort au monde. Puis l'UPA, quand que le gouvernement change, là... Écoute ça, Yann, écoute ça. Puis c'est un député qui nous l'a dit dans son bureau. Il dit, on était quelques acériculteurs dans le bureau. Il dit, et regardez, il dit, quand que le gouvernement change... puis qui est là, il y a un nouveau ministre de l'Agriculture qui embarque. Il dit, premier à rentrer dans le bureau, c'est l'UPA avec sa grosse Bible. Puis il dit, il la dépose sur la table, puis puis là, ils disent au ministre, tu vas faire ce qui est écrit dans notre
dans nos règlements à nous autres. Tu nous suis. Mais il y en a un là-dedans qui dit, il a osé dire, ben regarde, ça vous fait rien, je vais l'étudier avant de vous dire, de donner l'OK. C'était quel ministre, ça? Non, On peut pas le dire. On peut même pas le dire? Non, je peux pas le dire parce que c'était pour ça que je te dis. Parce que ça, c'est dans le bureau d'un député qu'on a. Ça, parce que ça s'est pas passé publiquement, là. Non. OK. Fait que le lendemain, le ministre le futur qui était là, était supposé être futur ministre de l'Agriculture, il était plus là. C'était plus le ministre. Ils l'ont changé. Ouais, mais je pense que le wokeness est terminé, c'est fini, mesdames et messieurs. Je sais pas si t'es un woke, mais tu vas passer des heures difficiles. On l'avait prédit, c'est drôle parce qu'on a eu cette discussion-là à peu près 10 fois avec Faf depuis qu'il vient. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans là, qu'il vient sur le Daily Buffer Podcast, qu'il vient ici en studio, puis presque à chaque soir, en finissant le show, on se fait des discussions, puis là, un moment donné, il était amer, puis il était pas content, puis ça allait pas bien, puis là, il se sentait victime des woke, puis toute la patente. Puis je disais, Chris, ça va revenir un moment donné, là. Ça va revenir un moment donné. Pour que, tu sais, on le voyait pas tant, là, mais moi, je me disais, quand que François Legault s'est mis à traiter des gens de Québec solidaire de woke, là, en pleine chambre, j'ai fait comme, si les politiciens commencent à utiliser ça comme des insultes, s'il y a des politiciens qui commencent à utiliser ça comme des insultes, ça veut dire que le balancier est à veille de revenir. Là, c'était François Legault. Mais là, plus récemment, il y a PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon. Un peu tanné de... C'est quoi? C'est l'histoire de... Le truc de Boisy, c'est ça? C'est un député de Québec solidaire qui a traité littéralement tous les politiciens de racistes. C'est tous des racistes. C'est tous des racistes. Puis il en a rajouté sur ses réseaux sociaux, puis toute la patente. Puis là, les chefs, les espèces de chefs de Québec solidaire savent pas comment gérer ça. Ils s'excusent, mais pas... Ils s'excusent pas, mais... C'est genre, on va leur mettre à sa place, mais ils s'excusent pas. Ils sont bien durs à suivre. Ils essayent de garder la face. Ils peuvent pas parce qu'il n'y a pas de chef. Il n'y a pas personne qui peut décider, là. Fait que lui, Boisy, là, il peut dire ce qu'il veut, là. Il n'y a pas de vrai chef là-dedans. Fait que c'est à partir de là. Mais là, PSPP, il a fait quoi? Il a décrit le mouvement woke, là. Il l'a décrit à la perfection. Il a décrit la manière qu'il décrit, la manière qu'il le synthétise, c'est juste parfait. Il vient de gagner beaucoup en estime dans mon cœur. Puis Chris, il n'y a pas à dire. C'est le chef du PQ. Le PQ, c'était le mouvement le plus à gauche jusqu'à il n'y a pas longtemps, là. Avant l'arrivée de Québec solidaire, là, c'était le PQ, là. Tu sais, fait que c'est à gauche, c'est les programmes sociaux, c'est l'aspect pas communautariste, mais un peu, là, tu sais, là, vous comprenez, tu sais, là, on aide tout le monde, on fait des programmes, tout le monde contribue pour aider les plus pauvres. Fait que c'est à gauche, ça, là. Mais il est tanné des woke. Puis là, il a compris enfin c'était quoi le wokeness. Parce qu'il y a du monde qui se vend de ça. Louis T, il faisait comme, moi, si on dit que je suis woke parce que je suis sensible aux problèmes des gens, autant, oui, je veux être traité... C'est pas ça, Louis. C'est pas ça, le wokeness. Tu le sais, c'est quoi? Le wokeness, c'est le wokisme, en fait. Le wokisme. C'est la cancel culture. Il décrit bien. On va écouter Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai trouvé ça tellement génial, ce qu'il a dit. C'était bien synthétisé. C'était bien la manière qu'il décrit, puis tout. Ça dépasse la personne d'Arun Boisy. Ça dépasse même Québec solidaire. Ça porte sur le wokisme et cette intimidation
dans le dialogue social pour imposer des concepts qui ne tiennent pas la route sur le plan intellectuel. Et il y a un ras-le-bol que vous entendez, là, que vous voyez. Et je tiens à ce qu'on comprenne, qu'on voit cette analyse-là, qu'on ne limite pas ça à une seule phrase d'Arun Boisy, alors que ça fait 10 ans que ça dure à Québec solidaire. Le wokisme est l'introduction de plusieurs concepts de tout acabit. Là, j'ai parlé beaucoup de mon opposition au racisme systémique, mais c'est le privilège blanc, l'écriture inclusive, les safe space, la culture de la cancellation. Je dis, il y en a des quinzaines. Puis à la limite, un concept peut être valable ou pas. Là. Ça se débat en société, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans la manière d'imposer les concepts, 3 techniques qui sont utilisées constamment. La première, c'est la déformation des propos et la désinformation pour créer un procès d'intention. Wow! Wow! Tellement! 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 Le deuxième, c'est l'utilisation des mots racistes, intolérants, phobes pour contraindre l'adversaire au mutisme et donc imposer son concept. Voilà! Ça, il y a pas longtemps, là, on riait de Guy Nantel parce qu'il dénonçait ça. Puis on le trouvait donc imbécile, Guy Nantel. Là, soudainement, tout le monde se réveille, là. Là, il y a du monde qui se réveille, là. Qui font comme, ah ouais, mais Chris, c'est nocif, cette affaire-là. C'est toxique, ça, cette histoire-là de wokisme. Et le troisième, c'est la victimisation. Et en l'espace de 4 jours, Québec solidaire nous a exhibé toutes ces techniques-là en condensé, en trouvant le moyen de jamais sincèrement s'excuser et jamais prendre la responsabilité pour ce qu'ils ont fait. Donc, ça dépasse Arun Boisy. C'est Québec solidaire et son œuvre au cours des 10 dernières années. Tout ça, là, ça s'est accumulé, puis il arrive un moment où tous les élus en ont ras-le-bol de ça. Ras-le-bol de la malhonnêteté intellectuelle, ras-le-bol de ces accusations, ces intimidations et cette victimisation, tout ça pour imposer des concepts qui intellectuellement ne tiennent pas la route et qui ont mené aussi à certaines dérives dans notre société. La réalité a quand même des droits, là. Le racisme, il doit être constaté dans les faits. Donc, il y a une part d'objectivité. Ça peut pas, c'est justement une des dérives du wokisme que vous venez de mentionner. Que tout est micro-agression, tout est subjectif, puis que si subjectivement on ressent quelque chose, c'est pas grave les faits. On peut se permettre d'accuser tout le monde d'être raciste, puis c'est correct. Et sur la liberté d'expression, M. Boisy a l'entière liberté de se rendre à un gala de Québécois maghrébins et de tenter de les monter contre l'Assemblée nationale pour extirper un petit profit politique. Il a le droit de faire ça, mais j'ai le droit de lui répondre. J'ai parfaitement la même liberté d'expression et qu'on me dise pas, qu'on victimise pas Arun Boisy en disant « Oh, le pauvre, il peut plus rien dire », qu'il continue à diffamer ses collègues, qu'il continue à faire ça. Je serai toujours là pour lui répondre au même titre parce que j'ai eu également une liberté d'expression. C'est bien expliqué, non? Moi, je trouve ça super bien expliqué, puis je suis donc content qu'il y ait du monde qui se prononce enfin. Que les gens soient tannés. Il aurait fallu que ça arrive quand il y a eu la professeure d'université, là, qui a fait toutes les délicatesses, mais qui voulait parler du N-word. Qui voulait parler de l'origine du N-word, puis toute la patente. On l'a tellement lapidé, il y a personne qui est venu à son secours. Il y a personne qui est venu à son secours. T'as Patrick Lagacé qui s'est laissé endormir par Renzel d'Ashington, puis toute la patente, puis on a tellement... Hostie! C'était tellement ridicule, ça. Il y a du monde qui ont payé cher là, toute l'histoire du wokisme, puis la petite délicatesse, puis les snowflakes, puis toute la patente. Je suis tellement content de ce qui se passe, que ça vienne enfin, et non pas juste de la droite, parce que ça a été la droite qui, pendant 5, 6 ans, 8 ans, qui ont défendu la liberté d'expression, puis qui ont dénoncé les travers du wokisme. C'était la droite qui faisait ça. Puis à travers ça, ça a créé, ça l'a solidifié une certaine extrême droite aussi. Parce que on a parlé, là, quand on a parlé des dérives du féminisme et que ça avait probablement contribué
au masculinisme toxique, là, aux alphas. Là. Bon, mais c'est la même affaire en politique. Quand tu as une extrême gauche, il y a des gens qui vont s'opposer puis ça va commencer à former une extrême droite. L'humain cherche son ballon. L'humain cherche son équilibre là-dedans. Puis là, ben, c'est ça le balancier, là. Puis je le disais, ça va revenir, les gens sont tannés. Les gens commencent à se soulever, commencent à avoir un malaise. Ceux qui dénonçaient deviennent dénoncés. Ça se revire contre eux autres, trouvent ça moins le fun. Beaucoup d'hypocrisie en arrière de ça. Les gens sont tannés. Je suis vraiment content. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas être sensible aux autres. Faut pas, tu sais, moi, je suis tout pour ça. Je suis moi-même de gauche. Tu sais, tous nos programmes, notre carte soleil, nos programmes d'assurance, tout ça, tous les programmes pour aider les démunis, ceux qui ont moins de chance, ceux qui sont victimes de certains trucs, tout ça là. Moi, je suis tout pour ça, là, qu'on contribue collectivement. Mais ça, là, c'est des concepts qui sont de gauche, ça. Mais concernant la liberté d'expression, puis je suis immuable. On devrait pouvoir s'exprimer comme on veut, peu importe qui tu es. Même si tu es le pire monstre, tu devrais avoir le droit de dire ce que tu as à dire en autant que tu incites pas à la haine, puis que tu menaces pas. Si tu exprimes des opinions, peu importe qu'elles soient stupides, extrêmes, je m'en calisse, tu devrais pouvoir l'exprimer, je devrais pouvoir débattre avec toi de ça. Je devrais pouvoir t'entendre là-dessus, puis tu devrais pouvoir m'entendre moi aussi là-dessus. C'est pas obligé, là. Mais vous comprenez le concept. Enfin bref, moi je vois ça comme comme très positif. Comme très positif, longue vie à Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu vas peut-être avoir pardon. Tu vas peut-être avoir mon vote.